Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le modèle opérationnel. Et dans cette série, la vidéo du jour, c'est la vidéo sur la partie technologie. Donc, comme d'habitude, ChatGPT est mon ami. Et voici ce que dit ChatGPT sur la partie technologie d'un modèle opérationnel. Donc, dans un modèle opérationnel, il y a plein de briques et il y en a une qui parle de technologie. Et c'est ça que nous allons commenter avec Thomas. Allez, c'est parti. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des systèmes d'information avec ERP, CRM et BI. Tout de suite, il envoie du lourd, ChatGPT. Pourquoi je dis qu'il envoie du lourd? Parce qu'il envoie sur ERP, donc un gros système. Et attention, le système fournit une vue unifiée des données. Bon, là, c'est la magie, c'est le système central qui permet de tout voir. Bon, déjà là, comme d'habitude, on challenge un peu, mais là, on va challenger beaucoup. Donc, par contre, ça ouvre une question intéressante sur les modèles opérationnels, sur la partie technologie, parce que la question, c'est est-ce qu'on a la bonne technologie par rapport à ce qu'on veut faire? Et là, ça tire quand même une question qu'on va retrouver sur la partie CRM, parce qu'il y a des CRM assez connus du marché, comme il y a des ERP un peu connus du marché, ça tire la question du build versus du buy. Si je le dis en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai besoin d'un nouveau composant technologique pour faire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une solution pour répondre à un besoin, soit je vais l'acheter, soit je vais la développer. Donc là, en général, ce qu'on dit, c'est qu'on va acheter ce qui est pour nous une commodité et qu'on finalement, c'est pas hyper important pour nous. Et en général, on dit qu'on va construire ce qui est pour nous différenciant pour le client et qui a une très valeur à ajouter. Donc en général, voilà, on crée pour ce qui est différenciant et on achète pour ce qui est une commodité. Dans la pratique, on se rend compte que c'est souvent assez culturel. Il y a des boîtes qui ont tendance à faire quasi systématiquement du build et une fois de temps en temps du buy. Et il y a aussi l'inverse, des boîtes qui font beaucoup du buy et un peu de build. Après, les questions que ça va tirer, c'est aussi des questions un peu humaines. C'est est-ce que vous allez être capable de gérer, supporter si vous faites du build? Et quand vous faites du buy, bah là, c'est le vendeur qui va vous vendre quelque chose. Est-ce que vous avez vraiment confiance en lui ou pas? Donc, en tout cas, c'est quand même une discussion intéressante. Build versus buy. Donc là, on va le retrouver, je ne sais pas d'ailleurs, on va le retrouver un peu plus dans les grosses boîtes. Et est-ce qu'on trouve les mêmes questions dans les petites boîtes sur la partie techno? Mon ami Thomas. Ouais, absolument. On retrouve la même question et je suis d'accord avec toi, c'est culturel. Il y a des boîtes qui sont très orientées business et en général, on retrouve ça chez les fondateurs. Si les fondateurs sont deux business ou plusieurs, tous business, eh bien, on a tendance à avoir du buy. Et s'il y a quelqu'un qui est un peu technique et qui met le nez dans la technique, qui fait la technique, on a aussi du build. Et je suis d'accord avec toi, il faut garder les produits ou les éléments qui correspondent au cœur du business et à ce qu'on rend aux clients du côté build, et puis les commodités, tout ce qui est support, tout ce qui est pour aider le business ou aider ceux qui font le business, et bien, on fait plutôt du buy. C'est une bonne pratique et il ne faut pas être soit dans l'un, tout dans l'un, soit tout dans l'autre. Après, la question qui va venir avec, qui est dans la partie modèle opérationnel, c'est, mettons que j'ai un composant qui est sur un domaine métier hyper différenciant aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore différenciant demain? Donc à ça, on peut aussi rajouter la notion de stratégie par rapport à aujourd'hui et à demain. Et c'est aussi quand même une question qu'on se pose quand on fait du buy, parce que justement, on se pose la question de vraiment j'achète parce que je vais éventuellement sur long terme, et c'est la capacité à sortir ou pas. Mais en tout cas, c'est pas statique cette notion-là, c'est statique, cette question-là, elle est dynamique. Et souvent, quand on regarde, on se dit, mais pourquoi ils ont pris cette décision à ce moment-là? Et souvent, c'est là où je dis, bah, la plupart du temps, ils ont pris la décision la plus intelligente qu'ils pensaient au moment où ils l'ont prise. Avec les compétences qu'ils avaient, les informations qu'ils avaient, ils ont fait ce choix-là. Donc, ce qui est aussi intéressant quand on parle de ça, c'est de savoir pourquoi la décision a été prise comme ça et d'avoir un peu une trace, parce que, en général, la discussion est intelligente au moment où elle a été prise. Si je clôture un peu cette notion de technologie et build versus buy, après on va se poser la question de savoir est-ce qu'on a la bonne techno. Et là, avec ChatGPT, c'est une ribambelle de technos qui sont données. Là, donc on a la partie infrastructure IT, mais ce qui m'amuse, c'est un peu la partie là, la RPA, Workflow Automation, IA et Machine Learning, parce qu'il fallait bien poser la question de l'IA aujourd'hui. La question qu'il y a derrière, par contre, si je la prends d'un point de vue modèle opérationnel, c'est de dire, dans une boîte, si on a toutes les technos la Terre, la cycle de tous les langages qui ont existé, bah, c'est joli, mais c'est compliqué sur le long terme parce qu'il va falloir maintenir tout ça. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restreindre le nombre de technos pour ne pas en avoir trop et pour dire, bah, OK, je veux pouvoir en avoir assez, mais pas trop.
Et c'est la question de l'émergence. À quel moment on veut intégrer une nouvelle techno? Parce que si on n'a qu'une aujourd'hui, c'est sûrement la meilleure du monde aujourd'hui, mais c'est quoi la meilleure technologie de demain et à quel moment on la met en concurrence? Donc là, cette notion d'émergence, c'est là où j'ai tendance à penser, et Thomas confirmera ou pas après, c'est que dans les grosses boîtes, des fois, il y a une section, département, allez, un peu préjugé, qui est en tour d'ivoire, qui va décider, ça, c'est bien pour vous. Et c'est là où, en général, en avoir qu'un, c'est dangereux, parce que il faut pouvoir se dire qu'il va y en avoir un deuxième. Et si c'est l'entité tour d'ivoire qui dit, ah, aujourd'hui, c'est ça, et demain, ça va être ça, c'est compliqué, parce que ça ne vient pas nécessairement du terrain. Donc, c'est là la question de comment on fait pour faire émerger une nouvelle technologie. Et donc, c'est là où on peut faire des pilotes. Souvent, ce qui va se passer, on fait un POC pour voir la preuve de concept, voir si ça marche. Après, on va faire un pilote, et là, en général, on va en prod. Et après, on fait ce qui s'appelle le passage à l'échelle ou la généralisation, et on va essayer d'y aller à tout le monde. Et la grande question, quand on va parler modèle opérationnel et tout, c'est combien de temps on met à faire émerger une technologie pour faire les 3 étapes, qui va le faire et qui peut prendre la décision d'y aller ou pas. Et c'est là où, des fois, on peut se poser la question de savoir si c'est réversible ou pas. Parce qu'à partir du moment où on installe des fois un logiciel, il est là pour longtemps. Et donc là, en termes de réversibilité, c'est chaud patate. Donc la question, c'est comment on fait émerger une nouvelle technologie, surtout dans les grosses sociétés. Mais ça, c'est ma vision perso, où à un moment, on a tendance à mettre beaucoup de process et c'est très compliqué de faire émerger une nouvelle technologie. Est-ce que je me trompe, Thomas, ou pas, quand on dit que dans les petites boîtes, c'est plus facile? Non, tu te trompes pas, c'est plus facile parce que la communication passe plus facilement et pour moi c'est ça la clé. C'est que dans une petite boîte où tu as 5-6 personnes, la communication est naturelle et se fait autour du café, autour du bonjour le matin, etc. Et quand on commence à avoir des équipes qui grandissent, on a des équipes qui se rencontrent moins et il faut recréer de manière un peu artificielle cette communication et faire parler les gens autour, entre autres, de ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser de la capacité à chacun de tester les technos qu'il a envie de tester, donc avoir le temps et la liberté psychologique de le faire, et puis après d'organiser cette discussion, ces échanges qui vont faire que moi j'ai testé ça, moi je l'ai testé aussi, moi ça m'a servi, moi pas du tout, ok. Donc si c'est hétérogène, on va pas faire une règle commune, et si on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage, à ce moment-là, on peut prendre une règle. Et je suis d'accord avec toi sur la tour d'ivoire, ça peut pas être une personne centralisée ou un groupe de personnes centralisées. Il faut, si on adopte une techno sur l'ensemble de la stack, l'ensemble de l'entreprise, il faut que ça serve à tout le monde, plus ou moins, mais que ça serve à tout le monde quand même. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok. Je vais descendre un peu, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse quand même un peu, c'est qu'ici, on parle de la gouvernance de données. Bon, là, c'est quand même intéressant, c'est qu'on voit apparaître la partie structuration, même si justement, j'emploie le mot structuration, je le mettrais plutôt dans la partie structure, où on n'est plus trop dans la partie technologie, on est plutôt sur gouvernance de données. Si je vais pouvoir utiliser les données, il faut que j'ai confiance dans la donnée. Moi, je ne sais pas trop si je le mets dans la partie technologie, je le mets plus sur quelle techno avoir à quel moment. Mais en tout cas, la partie base de données m'intéresse parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Là, on a parlé de l'émergence d'une nouvelle technologie. Des fois, c'est dans le sens inverse. On se rend compte que, là, j'ai presque envie de donner un nom, mais c'est un nom du passé. Pas de jugement de valeur, mais il y a 15 ans, j'ai travaillé avec du Power Builder Sybase. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'applis, voire il n'y en a plus qui existent avec cette technologie-là. Mais à partir du moment où on se décide de dire, on va en enlever une. Parce que là, c'est facile de dire, tu fais ton POC, tu fais ton truc un peu dans ton coin, tu industrialises, et puis si ça marche, on va plus loin. À partir du moment où on dit on va enlever, il faut que tout le monde soit d'accord pour dire on va enlever. Et c'est là où, en général, le protocole de décision, c'est pas le même, parce que de dire, OK, tu peux tester un truc et on va faire veto si on veut pas, mais on va quand même globalement favoriser l'innovation. Ça, c'est un truc. Mais dans le sens inverse, c'est de dire, non, mais les gars, là, on va arrêter là, parce que ce truc-là, quand même, on n'en veut plus aujourd'hui. Ça pose des problèmes qui sont en général systémiques, parce qu'on n'a plus personne pour le maintenir, parce que blablabla. Et donc là, c'est plutôt comment on fait pour supprimer une technologie, et ça, c'est un peu plus compliqué. Voire, c'est très très compliqué dans les grosses boîtes, parce qu'il y en a souvent un peu partout, on ne sait pas bien où il y en a, et à un moment, il faut quand même que quelqu'un dise « on arrête ». Et là, on arrête, c'est quoi dans les petites boîtes? C'est le chef qui dit « on arrête » ou comment ça se passe là? C'est un peu la même chose. Si on est obligé de faire de l'archéologie à chaque fois qu'on a un problème sur un élément particulier qui est historique, ça pose problème à tout le monde et au final, ça coûte très cher surtout. C'est ça. C'est que si on a une personne qui maîtrise et que cette personne-là disparaît, décide de partir ou est malade, tout simplement,
on se retrouve comment? À attendre, à trouver des solutions de contournement, et c'est pas du tout pratique. Il faut effectivement être capable de sortir ce genre de techno, voire même ce genre de produit, mais on en parlera autrement dans un autre format. Être capable de sortir ce genre de techno et dire, OK, on investit, ça demande un investissement, on investit sur un nouvel outil, sur une nouvelle technologie qui va nous permettre d'aller plus vite, d'aller mieux, et peut-être quelquefois, c'est trouver juste plus de personnes qui maîtrisent la techno sur le marché du travail. Ok, donc là, sur la partie technologie du modèle opérationnel, c'est comment choisir les bonnes technologies. Alors, quand on dit technologie, c'est un peu vague, hein. Ça peut être des langages, ça peut être des frameworks, ça peut être des libs. En fait, les niveaux sont un peu variés. Et ça va un peu changer le niveau où on va prendre la décision, parce que mettre un nouveau langage dans une boîte, c'est quand même une décision qui impacte la boîte pour plusieurs années. Une lib, c'est un peu plus petit, donc là, on peut voir. Mais en tout cas, c'est comment on fait émerger, comment on fait supprimer. Et après, il y a d'autres sujets, parce que là, on est comment on va délivrer de la valeur pour le métier. Cybersécurité, c'est un sujet intéressant. Pourquoi? Parce que globalement, on va apporter des zéro valeur en général, sauf à être une boîte de cyber, en mettant de la cybersécurité. Donc c'est ce que moi j'appelle les fonctionnalités d'hygiène, où on se doit d'avoir ça, les toilettes elles doivent être propres, je dois être protégé contre les ransomware, tous ces trucs-là. Et là, globalement, c'est du défensif. Et en général, ça embête tout le monde, parce qu'on n'a pas envie de faire ça, mais en même temps, il faut le faire, parce que si on se fait choper, si on se prend un ransomware, on a mal. Donc là, en tout cas, c'est intéressant, c'est voir dans le modèle opérationnel comment on fait pour à chaque fois qu'on prend une décision, voir quel est le risque, quelle est on va dire, la perte potentielle versus le gain. Et à chaque fois, on va trouver un équilibre. Il n'y a pas de truc magique où il faut faire tout. C'est toujours un ratio entre le risque et le risque que ça advienne, la perte possible et la valeur que ça va prendre. Donc là, c'est la question qu'en général, on pose un peu différemment. Et j'ai tendance à dire, donc là je parle de cybersécurité, mais on peut aussi parler des disaster recovery. Alors, donc la disaster recovery, c'est le site, s'il y en a un qui tombe, c'est le deuxième qui s'ouvre. Bah ça, on peut se dire, bon, ça sert à rien. Bon, le jour où ça arrive, on est bien content d'en avoir un deuxième. Donc là, en gros, voilà, on prend les sujets un peu à l'envers, et il faut voir le coût que ça a, et il faut voir la valeur que ça a. Est-ce qu'on a les mêmes décisions, discussions en Ouais, fonction de la taille de la absolument. boîte? Et quand on revient un peu sur le build versus buy, hein. C'est-à-dire que si tu es une petite équipe ou une grosse, de toute façon, tu vas te poser la question de la cybersécurité. Soit tu vas construire toi-même et tu vas dire, ah, c'est construit moi-même et personne peut venir, personne ne connaît ce code-là, personne n'a déjà fait la même chose, etc., parce qu'on le fait nous-mêmes. Ou alors, on va en prendre une solution du marché avec les risques que ça peut avoir et les avantages parce que c'est déjà tout prêt. C'est testé par plein d'utilisateurs, etc. Donc la cybersécurité, c'est comme tu dis, c'est du défensif, c'est important pour ça. Et même quand on est petit, il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. Au contraire. Après, il y a un truc qui m'intéresse aussi de revenir, sur lequel il m'intéresse de revenir, c'est là où sont les données. On parle de la gouvernance de données, etc. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir les données en centralisé, tout au même endroit? On a un énorme data lake avec toutes les données, ou alors on a chacun nos petits coins avec nos données. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité qui se dégage là-dessus. En revanche, ce qui est important, c'est de maîtriser ce qu'on fait, et ça revient un peu à la cybersécurité, parce que si on a tout au même endroit, il faut que ce soit plus sécurisé que si c'est répliqué. Et après, si chaque équipe a une base propre et maîtrise son domaine de données, euh, là, si chaque équipe a sa base de données et sait ou comment gérer ses données, là, on est en maîtrise et on peut construire les produits et sortir les informations telles qu'on les veut. Ouais, et je vais un peu conclure là-dessus. Ce qui est important quand même sur cette partie technologie, je reviens, c'est que les gens qui ont pris les décisions, en général, c'est pas des décisions débiles, hein. C'est toujours des décisions intelligentes par rapport au contexte qu'ils avaient. Et dans le contexte, il y a et les informations qu'ils avaient et les compétences qu'il y a. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir pourquoi ils l'ont pris à l'époque et éventuellement s'ils reprendraient la même décision aujourd'hui. Et c'est là où, éventuellement, sur la partie modèle opérationnel, on peut pousser quelque chose qui s'appelle les ADR comme Architecture Decision Record, ce qui permet de tracer et d'avoir l'histoire de pourquoi telle décision a été prise au moment. Pourquoi on a fait émerger telle techno, pourquoi on a décidé de supprimer telle techno, pourquoi on a décidé de patcher tel point à sécurité, pourquoi on a décidé de mettre la donnée comme ça, ce qui nous permettra à terme de faire évoluer justement cette partie techno. Sauf si tu veux rajouter quelque chose, je crois que nous en avons fini pour la partie technologie du modèle opérationnel. Ouais, je crois aussi. Merci.